TF1 20h avec Roger Giquel. Robert Fabre, en direct dans notre journal, il vient commenter son rapport sur l'emploi remis cet après-midi à l'Élysée. Augmentation du prix des carburants à la mi-mai. 11 centimes pour l'essence, 5 centimes pour le fioul. Le rapport de la commission d'enquête sur l'accident de la centrale nucléaire de Pennsylvanie est accablant pour les techniciens américains. Raymond Barre au journal Le Monde explique son soutien à Simone Veil, une exigence de clarté politique, un souci de dignité. Bonsoir, nous allons consacrer une bonne partie de ce journal aux problèmes économiques et sociaux en France. Et déjà, et d'abord, j'ai une dernière minute, comme on dit, à vous annoncer. C'est le fait que Ford, le grand constructeur d'automobiles américain, renonce à son projet d'établir une nouvelle usine en Europe. Je dis bien en Europe. Donc, ni la France, ni l'Autriche, comme il en avait été question, ni le Portugal, ni un autre pays ne recevront, dans les temps qui viennent, une nouvelle usine Ford. Je vous rappelle qu'on en avait beaucoup parlé pour donner des emplois à la Lorraine de cette usine Ford. Des terrains avaient même été achetés. Et cela devait représenter 10 000 emplois pour la Lorraine. Je vous rappelle aussi que tout récemment, je crois que c'était jeudi dernier, les constructeurs automobiles français, Renault et Peugeot Citroën, avaient fait des contre-propositions en quelque sorte en disant nous avons des projets qui pourraient procurer à la Lorraine 6 200 emplois. Et je vous rappelle aussi qu'auparavant le président de la République avait dit les solutions régionales pour la Lorraine, oui, mais attention, il faut aussi sauvegarder l'intérêt des industries françaises. Et il avait, semble-t-il, déjà fait son choix. C'est tout de même comme ça qu'on peut interpréter ce qu'il avait dit à ce moment-là. Donc, je vous le rappelle, Ford, en tout cas, renonce à son projet d'installer une usine en Europe. Alors, dans l'interview que le Premier ministre a donnée aujourd'hui au journal Le Monde, il s'agit uniquement de la bataille pour les élections européennes. Pour Raymond Barre, c'est une bataille d'explication surtout, et nous y reviendrons tout à l'heure. Tout l'effort pour M. Barre consiste bien sûr à justifier la politique européenne de son gouvernement. L'économie n'était pas l'objet de cette interview. Et pourtant, les informations économiques sont tombées aujourd'hui en cascade. Sur la hausse des prix en mars, sur les prochaines hausses de l'essence, sur le commerce extérieur, sur le crédit. Il ressort de tout cela que la bataille contre l'inflation n'est pas gagnée. Raymond Barre y trouvera sans doute d'excellentes raisons pour maintenir sa politique, continuer l'effort, ne pas céder à la facilité. Oui, on dit déjà que l'indice de mars sera mauvais. Entre 0,8 et 0,9%. Il sera connu jeudi. Et déjà les augures disent que ce ne sera pas meilleur en avril, ni en mai, car là il faudra tenir compte de la hausse des prix de l'essence, du gazole et du fioul domestique. Alors commençons par là, avec Jean-Pierre Quittard. C'est en principe à la mi-mai que les prix de l'essence doivent augmenter de 11 centimes par litre. Cette hausse de 4% sur les prix des carburants portera, regardez bien, le prix du super de 2,75 francs à 2,86 francs, le litre d'ordinaire passera de 2,54 francs à 2,65 francs, le gazole augmentera de 6 centimes, enfin le fioul dépassera la barre des 1 franc, 1 franc 0,3 contre 0 franc 98 précédemment. Deux événements peuvent expliquer cette hausse. Première explication, la hausse des produits pétroliers fixée à 9,5% est décidée par les pays producteurs le 9 avril dernier. Mais certains pays ont appliqué des surprimes. Et selon les milieux professionnels, les prix du brut payés par la France sont actuellement supérieurs de 22% à ceux payés au mois de décembre dernier. Deuxième élément, le relèvement du dollar, monnaie de référence pour le marché pétrolier. La monnaie américaine est échangée aujourd'hui à 4,35 francs, alors qu'elle était échangée à 4,20 francs, voire 4,25 francs au début du mois de janvier. Mais à ces deux explications, il faut peut-être en ajouter une troisième. Les observateurs rappellent en effet que dans les prix de détail, les diverses taxes prélevées par l'État atteignent 60% pour le gasoil et près de 70% pour l'essence et le super. Voilà pour la facture pétrolière, comme on dit, et ses conséquences. Et ici, il faut placer tout de même le bon point pour l'économie française. Encore une fois, c'est le commerce extérieur qui donne les meilleures satisfactions, parallèlement d'ailleurs à la bonne tenue du franc. En mars, le commerce extérieur français
était excédentaire de plus de 600 millions de francs. D'après le ministre Jean-François Degnaud, il faut maintenir ce cap pour compenser le coût supplémentaire des augmentations de pétrole, justement. Ce que l'on vend bien en France, ce sont les produits agricoles et alimentaires, ce qu'on vend bien de France vers l'extérieur, bien sûr. Ce sont donc les produits agricoles et alimentaires, ce sont les produits chimiques, ce sont les biens d'équipement professionnel, et ce qu'on vend le plus mal, à l'étranger toujours, c'est l'équipement électroménager. On importe trop de machines à laver et de réfrigérateurs, entre autres. Pourtant, les jeunes ménages devraient avoir plus de facilité pour les acheter, ces appareils, mais aussi les meubles, les voitures, etc., avec la libéralisation des prix à la consommation décidée par le Conseil national du crédit. Les 20% obligatoires d'apport personnel sont supprimés. Je dis bien les 20% obligatoires. Le nombre des mensualités pour le remboursement du crédit ne sera plus limité. Est-ce que ça ne va pas relancer la consommation des ménages? Et alors là, une question pour Alain Weller. Est-ce que ceci n'est pas contradictoire avec la politique de lutte contre l'inflation? Réponse. Non, globalement, les Français ne pourront pas s'endetter davantage. Les établissements prêteurs obtiennent le droit de prêter plus à chacun et pour plus longtemps, mais la masse des crédits qu'ils peuvent consentir reste limitée, ce qui restreint la portée immédiate de la libéralisation voulue par René Monory. On va tout de même dans le sens d'un allongement de la durée des prêts. Exemple, pour un emprunt de 35 000 francs, les 24 mensualités de 1741 francs pourront devenir 36 mensualités de 1260 francs à taux d'intérêt inchangé. Plus important encore, la concurrence par les taux. Les établissements prêteurs devront afficher le prix réel de leur crédit, ils n'auront plus le droit de compter en plus des frais de dossier. Actuellement, par le jeu des frais fixes, les 17,30% annoncés se transforment en 17,67% pour la voiture et en 31% pour le petit crédit de 500 francs remboursable en 6 mois. Oui, 31% de frais réels. De quoi être attentif dans le choix de l'établissement prêteur, de quoi aussi se tourner vers les banques qui consentent, elles, des prêts personnels à des taux variant de 14,5% à 18,75%. Oui, d'accord pour la concurrence, mais pas de faux espoirs. L'encadrement du crédit demeure, on vient bien de le voir. Nous répétons toujours un peu les mêmes choses, mais il le faut bien. Avant la hausse des prix, la première préoccupation des Français, c'est le chômage. L'inquiétude, pour ne pas dire l'angoisse de l'avenir, fait partie de ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. On peut plus ou moins digérer la crise de l'emploi dans une période donnée. On ne peut pas accepter que ce soit permanent. Il y a 8 mois et demi, M. Giscard d'Estaing confiait à Robert Fabre, ici présent, ancien président des radicaux de gauche, une mission d'étude et de réflexion sur l'emploi. Robert Fabre a remis cet après-midi son rapport de 184 pages au président de la République, qu'il l'a remercié pour le travail effectué. Le président a également indiqué à Robert Fabre que ce rapport serait examiné de façon approfondie au cours des prochaines semaines par les différents ministères compétents. Les conclusions de cette mission, ajoute-t-on à l'Élysée, constituent un apport utile aux études menées par le gouvernement sur les problèmes de l'emploi et sur la préparation des mesures dans ce domaine. Je poserai tout à l'heure 2 ou 3 questions à M. Fabre, mais d'abord avec Patrick de Carolis, l'essentiel des propositions contenues dans ce rapport. 180 pages, une centaine de mesures, 3 grandes parties. La première, elle concerne la préparation à la vie active, c'est-à-dire la période scolaire. Égaliser les chances, ouvrir l'enseignement sur la vie, Robert Fabre propose le bilinguisme dès l'enseignement du premier degré, adapter la formation à la vie professionnelle, exemple, substituer aux examens de fin d'année un système d'unité capitalisable, enfin, améliorer la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente. Deuxième partie, la vie active elle-même. Premier but, améliorer la gestion du marché de l'emploi. Il faut pour cela renforcer les moyens donnés aux agences nationales pour l'emploi et réprimer le travail noir. Second but, répartir harmonieusement le temps de travail, pour cela encourager le travail à temps partiel. Troisième but, faciliter les départs en retraite, mais attention, interdire les cumuls abusifs. Quatrième but, créer des emplois dans les secteurs publics et parapublics. La troisième partie de ce rapport est consacrée à l'adaptation des comportements et des structures. Pour cela, écrit Robert Fabre, il faut favoriser le développement des petites et moyennes entreprises en allégeant par exemple les charges sociales. Il faut mener une politique industrielle dynamique. Il faut enfin aménager le territoire et notamment désenclaver les régions défavorisées. Monsieur Robert Fabre, ce que nous venons d'entendre n'est bien sûr que le sommaire de votre rapport de la mission pour l'emploi qui s'intitule « Une politique pour l'emploi au service de l'homme ».
Mais tout de même, ma question est celle-ci. Est-ce que cet ensemble de propositions ne constitue pas une série de vœux pieux qui ont déjà d'ailleurs été maintes fois prononcés au cours de colloques, de séminaires? Est-ce que vous croyez vraiment avoir été efficace avec ce document? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. J'ai été chargé d'une mission d'études et de propositions. Mais je ne suis pas membre du gouvernement, je reste membre de l'opposition. Et nous verrons si par la suite, ainsi que me l'a dit cet après-midi le président de la République, les ministères concernés reprennent telle ou telle série de mesures et les font passer à l'état législatif. Au reste, toutes les mesures n'ont pas besoin de passer devant le Parlement. Beaucoup peuvent être prises s'il y a la volonté politique de les mettre en œuvre, par simple décret ou par mesure circulaire. Vous croyez à cette volonté politique? Nous allons voir. Nous allons voir. Pourquoi sur 100 mesures dont vous avez évoqué tout à l'heure quelques-unes, et en une minute ou deux, vous avez dit l'essentiel, mais il y a beaucoup de détails en plus. Pourquoi sur ce nombre n'y aurait-il pas un certain nombre de mesures de bon sens et qui seraient capables d'apporter quelques solutions partielles au problème de l'emploi? Il y a deux séries de mesures que je propose. Les unes que j'avais déjà évoquées le 20 février devant le président de la République, et qui constituent une première série de mesures dites d'urgence, pour créer immédiatement des emplois, pour mettre un terme à cette dégradation constante. La fonction publique, interdiction des cumuls, interdiction du travail noir. J'avais dit à ce moment-là... Ça apparaissait un peu comme des gadgets, tout de même, des gadgets, voyons. Excusez-moi. Des gadgets, lorsque, par exemple, il y a, puisque vous avez parlé des cumuls, on ne va pas parler que de cela, c'est une des faces du problème, lorsqu'il y a 700 000 personnes à la retraite qui travaillent, ce qui était admissible peut-être il y a quelques années, mais qui aujourd'hui devient insupportable quand une partie de ces gens-là, et on les estime à 300 000, occupent indûment des emplois qui pourraient être réservés à des jeunes. Alors ce n'est pas un gadget, c'est une chose importante. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est l'esprit dans lequel je présente ces mesures, qui sont cohérentes, qui constituent un ensemble, mais qui débouchent, il faut bien le dire, sur un autre type de croissance. Donc sur une autre conception de notre société. Et c'est là, bien entendu, que le gouvernement actuel ne va sans doute pas, et tout cela en quelques semaines ou en quelques mois, prendre en compte ce que je propose. Par exemple sur l'école, la formation vers l'emploi dès l'école, avec le bilinguisme. Le bilinguisme, il y a déjà une contradiction, puisque il semble qu'on y revienne. Monsieur Pelletier a fait une proposition, c'est en dernier, qui consiste à dire retardons la deuxième langue jusqu'au niveau de la classe de seconde pour donner plus d'ampleur à la première. Mais je propose, moi, que l'on commence à apprendre l'une des langues autres que la langue française, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, dès la classe primaire. Et cela, c'est quelque chose de totalement différent. Bien, alors nous sommes bien situés au niveau... L'égalité des chances. Nous sommes bien situés au niveau des réflexions, des propositions pour l'emploi, je dirais à long terme tout de même. Mais quand vous avez accepté cette mission, vous l'avez fait à l'encontre des partis de gauche qui vous l'ont bien reproché. Récemment, le CNPF, hier, a proposé, lui, 5000 emplois pour la rentrée pour les jeunes. Vous, on a envie de vous demander combien d'emplois apportez-vous aujourd'hui avec ces propositions, les résultats de cette mission? À terme, le plein emploi. Car ma politique à moi est totalement différente de cette politique du coup par coup. Car le gouvernement, car le patronat, à l'heure actuelle, ne présente que des mesures conjoncturelles, fractionnelles. Et pour reprendre les propositions du patronat, vous allez voir la différence de conception que j'ai. Il est certain que dire aux jeunes, on vous prend pour des contrats de formation, on donne aux entreprises un certain allègement des charges sociales, je le propose aussi, dans d'autres termes. Eh bien, cela équivaut à faire jouer la solidarité nationale au profit, il faut bien le dire, des entreprises. C'est peut-être nécessaire, mais il faut se poser un certain nombre de questions. Lorsque j'ai entendu M. Chotard dire qu'il est absolument indispensable, et il a raison sur ce point, de donner une qualification au personnel que nous embauchons et aux jeunes en particulier, car il ne faut pas oublier que 50% des jeunes sortent actuellement de l'école sans qualification professionnelle et sans diplôme. Eh bien, lorsque j'entends M. Chotard être exigeant sur la qualité du personnel, moi je pose la question, quelle exigence a-t-on sur la qualité du patron? Or, vous le savez, plus de la moitié des entreprises cessent leur activité, ont des difficultés pour question de mauvaise gestion. Voilà pourquoi, lorsque je dis que dans l'enseignement, il faut qu'une part infiniment plus large soit faite et que tout le monde ait des connaissances économiques et des connaissances de gestion, eh bien, c'est aussi bien pour les patrons que pour ceux qui, un jour, de salariés peuvent devenir patrons eux-mêmes. Je crois qu'il y a quelque chose qui va être très remarqué dans votre document,
En introduction, en exergue même, vous citez cette phrase de Robert Bosquet, « L'emploi est une chose trop sérieuse pour être laissée aux économistes ». Or, nous avons un économiste à la tête du gouvernement. Bon, ce n'est pas une boutade. Oh, bien sûr, on peut imaginer que cela viserait celui qui a été qualifié le premier économiste de France. La réalité, c'est que depuis des années, nous sommes soumis à des propositions qui sont passées par le tri de ce qu'on appelle les énarques, les commissions, les inspecteurs des finances, les futurologues, les statisticiens, toutes personnes qui prennent la règle à calcul et qui, en fonction de ce qui s'est passé dans le passé récent, font des projections sur l'avenir. Elles se sont avérées fausses dans 9% sur 10 des cas. Par exemple, les théories de M. Keynes, aujourd'hui, sont abandonnées. Le Club de Rome, lorsqu'il avait dit « attention, on va vers une croissance beaucoup plus restreinte », avait assez largement raison, par contre. Donc je crois que les économistes ont des vues qui doivent être largement corrigées dans leurs prévisions par les vues de bon sens de M. Tout-le-Monde. M. Tout-le-Monde, c'est moi, mais c'est aussi tous les gens qui m'ont écrit. J'ai reçu peut-être 15 000 lettres, et dans l'opinion, croyez-moi, il y a toute une série de mesures qui n'appellent pas un financement excessif ou important, qui sont simplement des mesures de transfert qui peuvent être prises, des mesures touchant par exemple, mais ce n'est pas forcément populaire, et ce n'est surtout pas électoral. Alors les partis ne le proposent pas, touchant à la répression du travail clandestin, du travail noir, à la fraude fiscale. Vous voulez devenir Monsieur Emploi, par exemple, je veux simplement... une sorte de médiateur de l'emploi? Non, je veux être simplement un homme honnête et sincère, qui ne propose pas des solutions démagogiques, mais qui met le doigt sur un certain nombre de plaies qui ont trait, bien sûr, un peu au caractère français. Vous savez, on a le sentiment que chez nous, on peut toujours se débrouiller. Bon, dans des périodes comme celle-ci, la solidarité et la responsabilité impliquent que l'on soit aussi un peu sévère envers les autres. Mais on pense toujours que les réformes sont pour les autres. Moi, je dis qu'il faut aussi qu'elles soient pour chacun de nous. Répondez-moi en 2 mots. Vous allez suivre ces propositions? Bien, le président de la République m'a dit qu'il allait les transmettre aux ministres concernés. Je pense qu'il faudra quelques semaines pour que le gouvernement les étudie. Et pour ma part, bien entendu, je suivrai avec intérêt, avec attention, la suite qui sera donnée. Car j'espère ne pas avoir travaillé pour rien. Vous n'êtes pas candidat aux européennes, je crois. Non, non, pas du tout. Vous ne le serez pas ces jours-ci. Avec ce que je vois qui se passe à l'heure actuelle à ce niveau, où les idéologies laissent la place aux ambitions personnelles, je suis très satisfait d'être simple spectateur, mais je le regrette pour l'Europe et pour la France. Merci, Monsieur Fabre. Nous revenons maintenant à l'interview donnée par le Premier ministre à notre confrère Le Monde, dont je vous parlais au début de ce journal. Le titre est assez clair. Un Français peut-il, en connaissance de cause, refuser l'Union européenne? C'est un des éléments politiques de cette journée, dans une campagne électorale largement ouverte avant la lettre. Patrice Duhamel. En effet, oui, chaque jour, et ce sera sans doute le cas jusqu'au 10 juin, chaque jour apporte son lot de déclarations, de discours, de mises au point et d'interviews. Et ce mardi, 24 avril, à 47 jours de l'élection européenne, n'a pas échappé à la règle. C'est Jacques Chirac, par exemple, qui vient de déclarer à Limoges que le résultat des élections européennes risque de poser un problème de légitimité au chef de l'État devant le pays. C'est encore Jacques Blanc qui a critiqué avec vigueur devant le Conseil national du Parti républicain ce matin ceux qui veulent faire du scrutin européen un 3e tour des législatives, comme François Mitterrand ou Georges Marchais, il dit, ou une avant-première de l'élection présidentielle, comme Jacques Chirac, a-t-il ajouté. Et puis, l'événement politique de la journée, c'est en effet, et sans conteste, l'interview du Premier ministre au Monde. Raymond Barre y développe d'abord sa conception de la construction européenne, une Europe confédérale, dit-il, indépendante, dans la ligne de l'action continue du général de Gaulle, du président Pompidou et du président Giscard d'Estaing. Une Europe dont l'Assemblée élue le 10 juin ne devra pas, explique-t-il, voir ses pouvoirs élargi. Et le Premier ministre déclare, au-delà des nostalgies et des querelles, une seule et simple question se pose. Un Français peut-il en toute connaissance de cause refuser l'Union européenne? Et à partir de là, Raymond Barre explique que, sauf à recourir au procès d'intention à l'égard du président de la République et du gouvernement, il n'y a pas de divergence fondamentale sur ce point dans la majorité. Et puis le Premier ministre explique alors son soutien à la liste Simone Veil. Je l'appuie, explique-t-il, par clarté politique, car cette liste soutient l'action européenne du chef de l'État et du gouvernement. Je l'appuie, ajoute-t-il, aussi par souci de dignité, car ayant été nommé par le général de Gaulle aux communautés européennes, je ne peux laisser dire qu'on prépare l'inféodalation de la France. C'est une formule, on le sait, de Jacques Chirac. Bref, une explication très ferme, en forme de mise au point, une clarification aussi, et maintenant, jusqu'au 10 juin, Raymond Barre mènera une campagne d'explication et d'information. Il tiendra par exemple une réunion publique à Lyon aux côtés de Simone Veil. Décidément, la campagne s'anime, peu à peu, ses contours se précisent.
Georges Marchais, lui, reçoit d'assez cinglantes réponses aux propos qu'il a tenus hier soir à Carte sur table, à Antenne 2. Pas tant d'ailleurs du côté de la part des socialistes, avec lesquels Georges Marchais ne voit pas, vous l'avez entendu sans doute hier soir, l'utilité d'un pacte de non-agression, et auquel il reproche de vouloir se renforcer au détriment des communistes. Laurent Fabius, le porte-parole du Parti socialiste, dit simplement que le PC relance une polémique sans aucun fondement. Mais c'est surtout de la part de certains communistes contestataires que les mots sont vifs à l'encontre de M. Marchais. Ainsi, pour Jean Hellenstein, le 23e congrès du PC sera celui de la glaciation, de la fermeture et du blocage sur l'union de la gauche. Jean Hellenstein, considéré comme l'un des principaux contestataires du PC, a dit à France Inter que ce 23e congrès serait rétro par rapport au précédent qui avait été celui d'une ouverture insuffisante, c'est vrai, et un peu ambiguë. Sur la principale idée développée par Georges Marchais hier soir, c'est-à-dire la construction d'une union de la gauche nouvelle, à la base, sans les états-majors, M. Hellenstein a répondu « Même à la base, les organisations communistes ont pour consigne de ne pas collaborer avec les organisations socialistes. » Enfin, M. Hellenstein estime qu'il n'y aura pas de débat démocratique au 23e congrès. Il ne pense pas pouvoir monter, lui, à la tribune, comme ça avait été le cas pour Roger Garaudy en 1970. La Commission américaine de réglementation nucléaire annonce qu'une dizaine de centrales nucléaires construites sur le même modèle Babcock-Wilcox que celle accidentée le 28 mars dernier près de Harrisburg pourront être fermées temporairement dans les prochains jours. C'est en fait la remise en cause des systèmes de sécurité dans ce type de centrale qui a provoqué cette décision de fermeture temporaire. Le rapport américain est accablant sur ce type de technique de centrale, comme pour le personnel d'ailleurs, qui n'a pas fait confiance aux automatismes et qui a commis une succession d'erreurs. C'est ainsi qu'on apprend que les techniciens n'étaient ni préparés ni entraînés à faire face à un tel accident. Alors en France, on s'intéresse de près à ce rapport américain. Ce soir, le ministre de l'Industrie doit révéler devant le Sénat les noms, nous les connaissons déjà d'ailleurs, de la commission des sages qui vont tirer les leçons qui s'imposent. Le ministre va également donner les grandes lignes des modifications à apporter aux centrales françaises. Michel Chevalet. Le rapport américain sur l'accident de la centrale d'Harrisburg est en effet accablant pour la technique, mais surtout pour les hommes. Et en regardant ces images, vous n'aurez qu'un bref aperçu de l'ambiance qui a dû régner dans la salle de contrôle au moment de l'accident. Ici, nous ne sommes pas aux États-Unis, mais en France, à Bugey, dans un simulateur de conduite de centrale. En ce moment même, on vient de déclencher le pire, c'est-à-dire la perte du circuit de refroidissement du réacteur. Seulement, derrière ces cadrans et ces boutons, il n'y a pas une vraie centrale, mais un ordinateur. De fait, on comprend l'intérêt d'un tel système pour l'entraînement du personnel, entraînement qui précisément a manqué aux États-Unis. Des conclusions de ce rapport, qui seront très prochainement rendues publiques en France, il ressort également que l'on va étudier et modifier les systèmes de mesure qui fournissent des indications sur ces tableaux de contrôle. Enfin, il ressort que l'on va développer les automatismes dans les centrales nucléaires. À Harrisburg, ne l'oublions pas, ils étaient présents, mais l'homme n'y a pas cru. Alors je vous donne le nom des 6 sages qui ont été choisis en toute indépendance par l'Académie des sciences pour examiner ce rapport américain et éventuellement prolonger les applications, les propositions à faire sur les centrales nucléaires françaises. 3 physiciens feront partie de cette commission. Monsieur Neal, prix Nobel, Monsieur Kassler, prix Nobel, Monsieur Auger, pionnier de la physique nucléaire en France, et puis 3 biologistes, Monsieur Gautret, président de l'Académie des sciences, Monsieur Latarjet, chef de l'Institut Curie, Monsieur Bernard, membre de l'Académie française, de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal. En Grande-Bretagne, au lendemain des incidents sanglants de Southall, dans la banlieue ouest de Londres, les responsabilités ne sont pas encore clairement établies. Ce que l'on sait, c'est que les bagarres entre forces de l'ordre et quelques 5000 manifestants, en majorité asiatiques, ont fait donc 1 mort, 40 blessés, et il y a eu 350 arrestations. La manifestation, je vous le rappelle, avait pour objet de protester contre un meeting d'une organisation d'extrême droite. Et pourtant, selon un récent sondage, les problèmes raciaux ne semblent préoccuper que médiocrement l'électorat, et cela à moins de 10 jours des élections.
L'Égypte participera demain avec Israël à la cérémonie en plein cœur du Sinaï pour l'entrée en vigueur du traité de paix. Et pourtant, les Égyptiens ont condamné aujourd'hui l'intervention israélienne au Liban. 10 personnes ont été tuées et 12 blessées pendant les derniers bombardements. L'aviation israélienne a bombardé encore cet après-midi des camps palestiniens de la région de Tyr. Ce matin, les forces navales israéliennes ont détruit un cargo libanais transportant des vivres dans le port de Saïda. De leur côté, les milices du commandant Haddad intensifient leur action contre les forces palestino-progressistes et les positions des casques bleus norvégiens. L'escalade militaire de ces dernières heures pourrait bien entraîner rapidement la réunion du Conseil de sécurité. En Iran, les obsèques du général Garani, l'ancien chef d'état-major tué par les terroristes, se sont déroulées en présence de M. Bazargan et de plusieurs ministres. Selon des rumeurs officielles, du moins des rumeurs officiellement démenties, un homme aurait tenté de lancer une grenade en direction du Premier ministre. Quant à la situation au Kurdistan, eh bien, le cessez-le-feu semble respecté aujourd'hui, mais les militaires et les Kurdes s'observent par-dessus les barrages. Journée porte ouverte aujourd'hui, port mort, pardon. Aujourd'hui en France, cette fois-ci à l'initiative des organisations patronales représentant les différentes activités portuaires et maritimes. Une journée donc sans embauche pour protester contre les grèves à répétition qui renvoient, dit-on, souvent le trafic vers les ports étrangers. Le conflit qui oppose la Fédération CGT des ports et docks, 95% des 15 000 dockers français, et les entreprises de manutention a commencé à la fin de l'année dernière. Depuis le début de mars, les syndicats appellent à des arrêts de travail de 1 à 2 jours par semaine pour obtenir l'octroi d'une 5e semaine de congés payés, le relèvement de l'indemnité payée pour les jours fériés et la création de caisses d'œuvre sociales dans les ports. Pierre Poujade, l'ancien leader de l'Union de défense des commerçants et artisans, a annoncé cet après-midi qu'il conduirait une liste socio-professionnelle pour les élections européennes. Elle s'appelle Union de défense interprofessionnelle. Cette liste comprendra notamment des représentants des petites et moyennes entreprises, des professions libérales et des salariés indépendants. L'affaire de la tournée en France des joueurs de rugby sud-africains, eh bien, le comité olympique français laisse la fédération de rugby libre d'inviter les Springboks. Comme d'un autre côté, le ministre des Sports, Jean-Pierre Soisson, a rappelé l'indépendance du mouvement sportif, eh bien, plus rien ne devrait s'opposer à cette tournée. Les obsèques de l'écrivain Maurice Clavel, décédé hier après-midi, seront célébrées demain à la basilique de Vézelay. Le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, cet après-midi, a déclaré « Maurice Clavel avait su imposer son rayonnement par son style d'action, de vie et d'écriture, élevant à la hauteur de l'absolu chaque problème dont il s'emparait. Il aura tracé dans notre génération un sillage de feu. » Eh bien, ce soir à 22h40 sur TF1, une émission en hommage à Maurice Clavel, présentée par Michel Arnaud. Elle est intitulée « La part de vérité ». Le temps pour finir. Température en baisse partout, comme prévu d'ailleurs, aujourd'hui, sauf sur la côte méditerranéenne. C'est sur la moitié nord qu'il a fait le plus frais. Je ne peux pas vous annoncer un temps meilleur pour demain. Il restera variable partout avec un ciel nuageux, averses, éclaircies, giboulées, éclaircies, etc. Ces éclaircies seront d'ailleurs plus durables près du golfe du Lion et beaucoup plus rares au nord de la Seine. Les vents seront assez forts avec des rafales, les températures baisseront encore un peu. Voilà, bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal, Bernard Chevalier, vers 23h45. Merci. Bonne soirée sur TF1.